Il existe 4 générations de guerre allant de la décision prise sur le terrain au corps à corps, fait jusqu'à peu près la fin du 19e siècle, à la forme la plus actuelle de la guerre, avec un harcèlement, des actes terroristes, etc. Mais il ne suffit pas que des armes pour faire à la guerre. Il existe aussi d'autres moyens, notamment la musique. Comment peut-on définir la guerre et la musique? Selon Karl von Clausewitz, qui est un théoricien de la guerre du 19e siècle, euh, la guerre est un moyen pour accéder à un but précis où on est dans la réalité de la guerre. C'est la guerre limitée, comme par exemple les guerres napoléoniennes. Mais on peut aussi imposer sa volonté par la violence pour assouvir son adversaire. C'est alors la guerre absolue. Par exemple, c'est les guerres révolutionnaires. Et aujourd'hui, la guerre est plus vue comme une activité de groupe avec une implication de la violence et d'une notion de réciprocité, c'est-à-dire c'est tu m'as attaqué, je t'attaque en retour. Et la musique est cet art de pouvoir combiner des sons de façon mélodique, rythmique et harmonique en respectant un certain nombre de règles. Si nous pouvons nous poser la question, quel est le rôle de la musique dans la guerre? Pour cela, nous allons traiter 2 points, la musique à des fins politiques et la musique contestataire. La musique est un bon moyen de permettre à la politique d'un pays de faire passer un message euh, en temps de guerre et permettre de toucher la sensibilité de sa population. En fait, la sensibilité, c'est cette aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité et de compassion et de tendresse pour autrui. De plus, d'après Eyes on Europe, nous constatons un lien récurrent entre politique et musique dans l'histoire. Ainsi, nous pouvons nous traiter 2 points importants. La musique est dans la propagande et la musique pouvant influencer une haine envers autrui. Que nous associons musique et politique, nous pensons d'abord à la propagande, sûrement poussée par cette utilisation de cet art dans les régimes autoritaires, qui est un régime politique fondé sur la force et la non-légitimité démocratique, avec des libertés individuelles restreintes. Et vous vous demandez aussi sans doute qu'est-ce que la propagande? C'est une notion consistant à un ensemble d'actions mises en place pour faire accepter une idée à une population donnée. Euh, Luis Velasco Puflo, un musicologue, dans son livre Réflexions sur les rapports entre musique et politique et propagande, nous explique que les œuvres musicales peuvent être investies dans différentes significations en fonction du contexte historique. Ainsi, nous pouvons évoquer la chanson Erika, composée par Helms Niel, un compositeur allemand de chansons et de marches militaires. Cette musique est tout d'abord une chanson d'amour d'un homme qui s'ennuie de sa fiancée nommée Erika, qui est une référence à une sorte de bruyère. Et cette chanson est plus connue pour son utilisation lors de marches militaires allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, du, euh, sous le Troisième Reich du Petit Moustachu. Mais la musique dans le cadre politique n'est pas que propagande. Il y a également la musique militaire influençant une haine envers un autre pays. Effectivement, nous pouvons penser à la Strasbourgeoise. Euh, c'est une chanson écrite après la guerre franco-prussienne, qui est en gros l'Allemagne actuelle.
entre 1870 et 1871, où la France a perdu face à la Prusse et s'est vue annexer l'Alsace et la Lorraine. Et de ce fait, la France a vu apparaître un fort sentiment de revanche et d'unité nationale. Cependant, la musique permet aussi de faire passer un message de contestation et faire passer son opinion politique sur la politique en cours d'un pays. Euh, Ces musiques sont souvent associées à des termes d'une envie immédiate de changement social et politique. Et de ce fait, nous allons traiter deux points importants, le cas de l'hymne français et les chansons de résistance. Les hymnes nationaux peuvent nous faire penser à des chants politiques, ce qui est le cas, mais ils peuvent aussi être au service de la contestation, comme le cas de la Marseillaise. C'est une hymne un peu particulière, car elle a eu deux temps. C'est-à-dire que, en premier temps, elle a eu une certaine signification qui n'est plus exactement le même qu'on lui donne aujourd'hui. La Marseillaise est un chant composé en 1792 par Rouget de Lille, qui est un officier de génie, c'est-à-dire un officier formé pour diriger des troupes. Durant la Révolution française, la France, euh, la population française est marquée par la crise de substitution, ce qui est le manque de nourriture, la dette euh, du royaume et la crise et le dysfonctionnement de l'ancien régime, c'est-à-dire une société de trois classes avec la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et avec la Marseillaise, la population qui se résume majoritairement au tiers-état car il est composé de 98% de la population, monte euh, sa contestation. Ainsi, elle accompagne la chute de la monarchie absolue et l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. À cette époque, la population avait cette sensibilité de ne plus avoir de monarchie et de la société d'ordre. Par ce chant, la société va instaurer la première république avec la Marseillaise en son hymne. Et aujourd'hui, elle est devenue plus un symbole de la France, au même titre que la Marianne ou le drapeau, aussi issu de la Révolution. Et de plus, de nos jours, et aussi elle permet d'identifier la France à l'international, car on se dit la Marseillaise égale la France, et la population française porte aussi une nouvelle sensibilité avec une volonté de pourquoi on s'est battu. Nous avons aussi des musiques de résistance qui permettent de s'opposer aux conflits armés, d'après Eisenhower. En effet, les individus sont sensibles aux événements de la guerre qu'ils vivent et n'ont pas forcément envie de suivre le parti au pouvoir. Effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, on avait 10% de collaborateurs, c'est-à-dire qui suivaient le régime de Pétain, 10% de résistants et 80% d'attentistes, c'est-à-dire qui attendaient tout simplement la fin de la guerre. Et avec l'appel du 18 juin 1914 du général de Gaulle, on a la fondation de la résistance française avec deux types. La FFL, qui est la Force française libre, dirigée par De Gaulle, et la FFI, qui est la Force française intérieure, dirigée par Jean Moulin. Euh, cette résistance avait comme but de s'opposer à l'occupation en faisant plusieurs actes comme aider les personnes traquées, c'est-à-dire par exemple les opposants politiques ou les juifs, ou encore du sabotage comme des lignes de train notamment.
Ainsi, pour rassembler tout ce beau monde, la résistance décide de créer un hymne nommé le Chant des partisans, écrit par Anna Marly, qui est une immigrée russe et qui s'est inspirée d'une musique slave. Cet hymne vient toucher la sensibilité de ceux et celles ne voulant pas se soumettre à l'occupant. Également une forme de contestation par la musique lors de la guerre du Vietnam. Il s'agit d'une guerre se déroulant entre 1961 et 1975, opposant le Nord-Vietnam soutenu par le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS, et le Sud-Vietnam soutenu par le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis. Cette guerre est mal vue de la population américaine du fait qu'elle est jugée comme immorale. La cause, les Américains vont utiliser de l'agent orange, qui est un défoliant d'une grande toxicité, et du napalm, qui est un truc gélifié et hautement incendiaire. Ainsi, pour montrer leur contestation, on va avoir l'apparition de chansons comme Imagine de John Lennon, qui est sorti en 1971, qui vient prôner un monde sans religion, sans guerre et sans frontières, avec comme seule nationalité l'humanité. Mais il n'y a pas que John Lennon, nous pouvons aussi retrouver les Rolling Stones et leur musique Paint in Black, qui, euh, qui se retrouve dans l'inconscient collectif comme emblème d'une Amérique gênée par la guerre du Vietnam et marquée par les GI, les soldats américains blessés. Mais en réalité, cette musique évoque plutôt une dépression amoureuse où les Stones viennent y décrire un personnage profondément sombre, euh, et on a l'idée d'une contamination mentale évidente avec le fait de tout peindre en noir pour mieux assortir le monde à son humeur. En conclusion, la musique est un bon moyen de faire passer ses idées dans le domaine politique ou pour les habitants. Chaque personne possède une opinion qu'elle peut partager, mais ce n'est forcément pas le cas dans tous les pays. On a toujours ce problème de liberté d'expression. La musique est également un bon moyen de toucher la sensibilité de tous pour permettre le passage d'un message euh, au reste de la population.